Merci Laurence. On était encore dans l'ouverture institutionnelle, mais très technique, vous l'avez vu. Laurence a commencé à aborder des sujets qui seront repris et développés par nos experts qui ont accepté de venir notamment en table ronde ou animer des ateliers cet après-midi. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier expert. Je vous demande de l'applaudir, Mathieu Lacambre, qui est psychiatre, fondateur du projet Boîte. Le projet Boîte, la boîte à outils, elle sera développée en atelier dans le détail cet après-midi par lui-même et un collaborateur, je crois, un collègue. Il est dans le service de psychiatrie légale au CHU de Montpellier, donc je vais lui laisser le soin de mieux se présenter et surtout de nous développer la définition, les enjeux et les perspectives de la violence dans le sport, des violences, des différentes formes de violence dans le sport et l'animation. Merci Mathieu d'avoir répondu à notre sollicitation. J'ai fait un premier passage à l'acte. Oui, mais normalement ça va sortir si le HDMI veut bien. Ce qui permet d'arrêter, j'ai changé le câble. Oui, je suis un spécialiste de la violence. La preuve. En sachant que ça, c'est une violence qui se veut utile. Ouais, il y a des enjeux autour de la définition même du concept de violence. Et on n'aura pas le temps de faire le tour complet de la question. Je vais vous proposer des repères. On m'a demandé de vous donner quelques clés de compréhension autour de ce que peut être la violence, ses expressions, surtout ses conséquences, son identification en termes de dépistage, et aussi peut-être la prévention. En sachant que je suis donc médecin, je suis psychiatre d'adultes, mais je récupère des gens qui ont subi, agi, traversé des violences, ce qui entraîne de la souffrance, ce qui entraîne des troubles psychiatriques. Et assez rapidement, après avoir beaucoup travaillé auprès de victimes, j'ai décidé de remonter le problème à la racine et de travailler beaucoup auprès d'agresseurs et d'auteurs. Donc je suis spécialisé en psychiatrie légale, je travaille en prison, lundi j'étais à Villeneuve-les-Maguelones, je travaille dans des endroits compliqués, ce matin j'étais à l'hôpital, je vais y retourner et je vais revenir pour les ateliers. Quelques définitions, enjeux, perspectives, conclusions, un plan très simple, hein, on va faire simple, des phrases courtes, j'ai essayé de ne pas vous perdre. Contexte et définition des problèmes. Alors, c'est une proposition de définition, en sachant que l'Organisation mondiale de la santé, depuis les années 2000-2010, a beaucoup travaillé sur ces questions. Je vous propose de considérer là où les violences comme tout ce qui va obliger quelqu'un à subir, accomplir, être confronté à des actes, c'est-à-dire qu'il y a des violences directes ou indirectes. Si quelqu'un vient s'exhiber devant vous, c'est une violence, vous n'aviez rien demandé, il expose son appareil génital, vous n'en aviez pas envie, il vous le montre, c'est une violence. Donc on n'est pas systématiquement dans une violence avec contact, il y a des violences verbales, des violences psychologiques, des violences morales. La question du consentement, c'est un enjeu majeur. À partir du moment où on consent, on peut avoir la sensation finalement que ce n'est pas violent. Faites attention. On peut être dans quelque chose qui est toléré, quelque chose qui est accepté, et le silence ne vaut pas consentement. C'est beaucoup plus compliqué. Donc attention, en particulier dans le cadre de l'animation et du sport de haut niveau, on va en reparler, où la question du dépassement de la limite fait partie du contrat tacite. Il y a un risque élevé de dérapage qui est inhérent finalement, j'allais dire, au contrat entre les protagonistes. Sur la question de la violence sexuelle, alors malheureusement, c'est ma spécialité parce que c'est la pire. C'est celle qui entraîne le plus de conséquences psychiques. Et plus il y a de la confiance entre l'agresseur, l'auteur de la violence et la victime, plus il y aura des dégâts. Et plus la victime est jeune, plus il y aura des dégâts. Et plus les violences sont répétées, plus il y aura des dégâts. La violence sexuelle, ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence qui s'exerce sur l'appareil génital, sur le champ du sexuel. Ça entraîne des conséquences majeures sur la santé, de manière générale, et sur le développement. Et donc du coup, pour nous, l'enjeu, c'est de réduire l'incidence, la prévalence, de travailler le plus tôt possible pour éviter des problèmes de santé directement, je l'ai dit, psychiques, mais aussi physiques. On s'aperçoit qu'ensuite, des adultes vont développer des problématiques, maladies auto-immunes, inflammatoires, etc. Et sur le plan psychiatrique, je vous l'ai dit, les violences sexuelles augmentent le risque relatif de développer tous les troubles psychiatriques, même la schizophrénie. Donc du coup, si on peut réduire le nombre de violences, moi j'ai l'espoir que j'aurai un peu moins de travail plus tard. Les conséquences des violences sexuelles, directement en corrélation, ça c'est une étude qui date un peu, mais de victimation, qui montre que plus il y a eu des violences, en particulier jeunes et des violences sexuelles, plus il y a un risque de tentative de suicide, en sachant que c'est mathématique, hein, plus vous avez des comportements suicidaires, plus il y a un risque un jour de mourir par suicide. Et donc du coup, ça tue de manière directe ou indirecte. Les violences, et les violences sexuelles en particulier, tuent.
Tout changement brutal de comportement chez un enfant doit alerter votre attention. On a parlé du signalement avec les 4 dimensions, c'est spécifique à votre activité dans l'animation et le sport. Moi, je vais évoquer des notions plus générales et génériques, mais à chaque fois que vous connaissez un enfant et que brutalement, dans ses interactions, dans son comportement, il y a un changement, tout de suite, c'est une alarme. Donc s'il vous plaît, mettez ça au fond dans le disque dur. Dès qu'un enfant change brutalement, il s'est passé quelque chose. Quelque chose, c'est pas forcément qu'il a été violé dans un viol en réunion dans une cave, hein. C'est pas forcément ça. Quelque chose, c'est une invitation à s'asseoir et réfléchir ensemble. Donc ne voyez pas le drame et le pire tout le temps, partout, mais par contre, s'il vous plaît, on réfléchit. Le vrai danger, c'est celui du silence. Donc s'il vous plaît, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, on s'assoit à plusieurs et on réfléchit. On est dans l'idée que sur la question des violences, en particulier des violences sexuelles, ça se joue dans la famille. La Civis, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, a rendu son rapport lundi. Elle parle du coût du déni, elle avait rendu un pré-rapport en juin, 9,4 milliards d'euros, le coût annuel en France des violences sexuelles. Alors toutes les violences confondues, je ne vous raconte pas. Donc pour 1 euro investi dans la prévention, combien on économise ? En sachant qu'aujourd'hui en France, environ 160 000 enfants chaque année sont victimes de violences sexuelles. Dans un groupe de 20-30 enfants, vous avez à peu près 2 enfants qui ont été victimes de violences sexuelles, vous avez 1 ou 2 agresseurs, on va en reparler, et puis ensuite, sur toutes violences confondues, vous en avez à peu près 30% qui ont déjà subi des violences, et puis aussi un petit paquet qui en ont déjà exercé. On a tendance à penser les violences uniquement du côté d'un rapport asymétrique de l'adulte vers l'enfant. C'est pas faux. Ce sont d'abord les adultes qui posent problème et notre responsabilité, c'est de protéger. Mais on va voir que les enfants entre eux aussi ne sont pas tout à fait tendres. Vous avez ici une évolution des violences, en particulier sexuelles, hors cadre familial, alors qu'on a un discours qui consiste à dire c'est toujours dans la famille. Non, c'est le plus souvent dans la famille, 8 fois sur 10 c'est dans la famille, mais malgré tout, on voit une augmentation de ces violences, en particulier des violences sexuelles, hors cadre familial, et le hors cadre familial, c'est dans le club, c'est le sport, c'est les loisirs, etc. Je vous disais que les mineurs entre eux n'étaient pas toujours tendres. En France aujourd'hui, environ 40% des auteurs d'infractions à caractère sexuel sur mineurs sont eux-mêmes des mineurs. Près d'1 fois sur 2, dans ce qui est judiciarisé. Donc dans le chiffre noir, je ne vous raconte même pas. Avec des confusions dans l'esprit des adultes autour de la sexualité infantile. J'entends régulièrement des adultes dire « j'ai lu tout Françoise Dolto, j'ai tout compris, et donc c'est normal que 2 enfants se tripotent la nouille ». Attention, non, c'est pas tout à fait normal, et en fonction du contexte, c'est même pathologique. Et donc on va rejoindre la question du consentement et la question de la violence et des stades de développement psychosexuel et affectif de l'enfant. Mais l'enfant n'a pas de relation sexuelle. Okay, attention, les adultes, ils ont tendance à projeter en disant « ouais, c'est cool ». Et puis éventuellement, on va lui montrer du porno. Non. Les enfants, ils franchissent des étapes de développement psychosexuel et affectif dans lequel va se rejouer quelque chose à travers la découverte de leur propre corps et de la relation aux autres. Mais chacun à sa vitesse. Et à chaque fois qu'un adulte fait intrusion dans le développement psychosexuel et affectif de l'enfant, ça laisse des traces. Donc s'il vous plaît, dehors, d'ailleurs le rôle de l'adulte, c'est de dire stop, fin de la récré, d'intervenir s'il y a une grande différence d'âge entre les 2 enfants, qu'il y a eu une notion de contrainte ou d'emprise, pour pouvoir traiter l'auteur de la violence et la victime. Et puis ensuite, c'est d'expliquer que pour plus tard, ça peut être utile, mais pas maintenant, pas dans la douche, pas au club, pas pendant le sport. Les enjeux. J'évoquais les étapes du développement psychosexuel et affectif de l'enfant de manière très très schématique sur la question des violences en général, dans la dimension de contrainte, et dans la question des violences sexuelles en particulier. On peut distinguer une sexualité harmonieuse quand les enfants ont à peu près le même âge, quand il y a une notion de consentement, de partage, c'est assez rigolo, il y a du respect, de l'intimité, en général ils vont se cacher quand même derrière un buisson, derrière le mur d'escalade, pas de culpabilité, pas de peur, et ça s'arrête quand l'adulte arrive. Donc là, on est dans quelque chose qui est relativement attendu. Comportement sexuel problématique, avant l'âge de 12 ans, grande différence d'âge de plus de 2 ans, un garçon de 13 ans avec une petite fille de 7 ans, c'est une violence, ok ? On est peut-être là dans une agression sexuelle parce qu'il a plus de 12 ans, en sachant que quand même, petit warning, nous on s'attache au développement psychique de l'enfant, pas à son âge biologique. On a des enfants d'âge biologique 15 ans, 16 ans, mais ils ont un âge de développement de 6-8 ans. Okay, donc à chaque fois on pondère, faites ce petit effort intellectuel en disant il en est où dans son développement. J'ai une grande nouille là de 16 ans, mais s'il a 8-10 ans de développement psychosexuel et affectif ou intellectuel, il va falloir pondérer les choses.
Donc le comportement sexuel problématique entraîne confusion, honte, culpabilité. Il y a une notion de secret qui s'impose, et qui s'impose du côté de la victime, on va reparler du secret. Menace, chantage, la coercition, parfois physique. Il y a une notion d'emprise et d'asymétrie. Et malgré le fait que l'adulte dise « stop », eh ben, l'agresseur y retourne, d'accord, de manière relativement compulsive. Un comportement sexuel problématique chez un enfant avant 12 ans, ça doit vraiment nous inviter d'abord à protéger la victime, mais aussi à penser que cet enfant, il répète quelque chose, soit qu'il a subi, soit une scène auquel il a assisté. C'est-à-dire qu'un enfant qui exerce et réalise des comportements sexuels problématiques, c'est le plus souvent une victime. Donc ça signifie qu'il va falloir aussi prendre le temps d'écouter cet enfant. Et plus les enfants sont petits, plus en fait, ils répètent par mimétisme. Et on a plein de situations comme ça, on nous appelle en disant cet enfant qui a été abusé, a été replacé dans une famille et a agressé sexuellement un autre enfant. Oui, il n'est pas devenu prédateur sexuel, simplement il répète. Un petit garçon dans une cour de récré, on nous appelle 6 ans, qui mime une sodomisation de sa petite copine de 5 ans dans la cour de récré, il y a un problème. Ça veut dire qu'il a été exposé. Okay, il n'a pas inventé ça. D'accord ? Et donc s'il a été exposé, c'est un problème. Il n'a pas été protégé, ou sinon même, de manière intentionnelle, un adulte l'a mis devant des images pornographiques. L'agression sexuelle, relativement simple, et à chaque fois qu'il y a des violences physiques, pour nous c'est une évidence, mais il s'agit d'aller au-delà des violences physiques, avec un décalage entre des violences objectives, donc il se débat, c'est qu'il ne veut pas, et puis des violences subjectives qui ne sont pas forcément corrélées. C'est-à-dire que la conséquence de la violence, elle dépend du contexte, de l'agresseur, et aussi de la posture, à la fois psychique, mais aussi dans la relation, de la victime. L'adolescence, c'est plus compliqué. L'adolescence, ça boue, vous savez, ça pousse. Tous les niveaux, au niveau pulsionnel, hormonal, ça secoue un petit peu. Surtout qu'aujourd'hui, ça se joue dans le réel, mais pas mal dans le virtuel. Et donc moi, je suis très attentif, systématiquement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge dans le réel, à vérifier que dans le virtuel, sur les réseaux, dans des espaces numériques, ça ne se rejoue pas, en sachant que c'est toujours déformé et amplifié. Ce qui entraîne ensuite des dispositifs de harcèlement, ce qui entraîne ensuite à des suicides. Donc tout ça, c'est une source de violence au niveau des adolescents, en particulier dans le cas des interactions sexuelles. Quand on rentre dans l'adolescence, on peut commencer à en parler tranquille entre pairs, et parfois on pose des questions aux adultes, en sachant que les adultes ne doivent pas montrer. Dire, tiens, je vais te montrer ce que c'est qu'il n'y a que des majeurs dans la salle. J'ai oublié, normalement, je fais un petit warning, attention, je vais dire des gros mots. Ok, vous êtes tous consentants, parce que je ne vais pas exercer de la violence. Donc, du coup, un ado de 14-15 ans qui vient voir l'adulte animateur et qui lui dit c'est quoi une pipe ? Une pipe, c'est un truc comme ça, on fume, c'est en bois souvent. Non, c'est pas ça, là, c'est parce qu'il m'a dit ouais, toi, t'es un suceur de pipe, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Et donc, du coup, on va pas sortir sur YouPorn une scène de fellation. On n'a pas besoin. Non, mais, oui, on n'a pas besoin. Parce qu'après, on a des parents comme ça, dans des climats incestueux, qui disent elle m'a demandé, je vais montrer. Non, mais non, on fait pas ça, Ça, c'est traumatique, ok ? Donc, du coup, le rôle de l'adulte, effectivement, c'est de pouvoir mettre des mots, d'expliquer, au regard des capacités de l'enfant, avec quelque chose qui soit audible et non traumatique. Ok ? Donc, la sexualité et le sexe, en particulier chez l'adolescent, principe de précaution, prudence, on y va tranquille. La relation sexuelle, quand il s'engage, l'adolescent, théoriquement, c'est avec le consentement mutuel, avec aujourd'hui des grandes difficultés à pouvoir identifier la dynamique du consentement, et puis on découvre un peu son corps, on commence à jouer avec. Les comportements qui nécessitent une surveillance, quand des adolescents, de manière systématique, reviennent sur des caractéristiques physiques, sur des dimensions génitalisées, et voire avec des gestes obscènes. Lorsqu'il y a une violation de l'intimité, il y a la douche, et puis systématiquement, l'autre, il va rentrer dans la douche. Non, ça n'a rien à faire là, dehors. En sachant que ça, on va en reparler chez les adultes. La combinaison de sexualité-agressivité, avec cette intrusion dans l'intimité, et puis des comportements isolés, un peu d'exhibe, où on essaye de voir, donc voyeurisme, exhibitionnisme. Et dans le sport en particulier, il y a souvent différentes étapes. Il y a l'endroit où on va jouer, s'entraîner, et puis il y a le vestiaire. C'est l'espace intermédiaire entre le dehors et le dedans. Et dans le vestiaire, là, c'est là où il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui se joue. C'est un espace de tous les dangers pour certains sujets, pas pour tout le monde. Donc je ne veux pas que le vestiaire devienne l'endroit à éviter absolument. C'est simplement l'endroit peut-être qu'il faut sécuriser et sanctuariser. Ensuite, on peut avoir besoin d'aide, et les adolescents arrivent parfois à le demander. Lorsqu'il y a des notions d'humiliation, lorsque systématiquement, là c'est plus le jeu de l'olive, et encore que ça c'est un problème, c'est une agression sexuelle, mais c'est systématiquement des gestes déplacés, des masturbations compulsives, des exhibitions. Et puis ensuite, lorsqu'il y a du harcèlement avec des nudes, sextape, revenge porn, de l'exhibe, y compris sur Internet, des agressions, des abus, des viols, ça c'est plus facile à caractériser. Et ça les adultes le voient un petit peu mieux,
quand c'est entre mineurs et parfois ont du mal à l'imaginer quand il s'agit d'un adulte de l'équipe sur un mineur. Les adultes. Les adultes qui doivent attirer votre attention, ce sont des adultes qui restent dans des positions infantiles, avec une confusion des places et des espaces. C'est l'enfant, l'adolescent qui vient demander un truc, et puis en fait l'adulte, il va lui montrer, je vous disais tout à l'heure, une scène de fellation. C'est ce que Ferenczi appelait la confusion des langues. Un enfant qui demande sécurité affective, psychique, éducation, et un adulte qui va lui donner de la sexualité. Donc attention, l'adulte qui, dans cette posture infantile, va penser qu'il va pouvoir refranchir les étapes de développement psychosexuel et affectif. Il faut bien leur apprendre à ces enfants. Ce que nous, on appelle des distorsions cognitives, des fausses croyances, fausses représentations, chez certains sujets qui souffrent de pédophilie, c'est-à-dire d'une attirance sexuelle vers des mineurs. Ça favorise, dans cette confusion, des passages à l'acte. Donc je suis en fait dans mon cœur et dans mon âme un petit garçon de 8 ans. J'ai un petit garçon de 8 ans dont je m'occupe, que j'aide à s'habiller, et puis finalement on développe une relation sentimentale, affective, sensuelle, et puis sa maman me demande de le garder après un championnat, je le garde à la maison, il me rejoint dans le lit de la nuit parce qu'il fait des cauchemars, et là ça glisse, et ça dérape sur la base de cette confusion. L'exclusivité de la relation. Si l'ado, le mineur, commence à avoir une relation exclusive avec un adulte qui l'isole du reste du groupe, voire qui l'isole de ses parents. Dans le sport à haut niveau, c'est quand même génial, ça se prête à ça. C'est-à-dire que le parent va confier à l'entraîneur qui devient le mentor, en fait, l'autorité parentale, réelle, imaginaire et symbolique, et du coup l'autre, il a open bar, c'est-à-dire qu'il a accès à tout l'enfant. Si pour peu que ça commence à se dégrader avec une relation d'emprise, qui a du contact physique, psychique, sentimental et sexuel, ça glisse et ça dérape. Le film Slalom, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu, il rend compte de cette dynamique autour d'une notion de séduction, parfois réciproque, d'emprise, où on prend le contrôle finalement de l'autre, qui perd son libre arbitre, de manipulation, ce qui renvoie à un noyau pervers sur le plan psychopathologique, voire d'un abus d'autorité. Et dans le sport, de manière générale, mais encore plus de haut niveau, il faut repousser les limites au nom de la performance. Et donc, dans ce sacrifice, le mineur peut effectivement s'abandonner ou subir des violences, en particulier des violences sexuelles. Comment est-ce qu'on arrive à gérer finalement cette cascade depuis un refus, je ne veux pas, une absence de demande, une concession, c'est pas grave. Effectivement, tu peux me masser le bas du dos parce que j'ai mal. Et puis finalement, on donne son assentiment, voire son autorisation de baisser la culotte pour masser les fesses. Et puis finalement, la question du consentement avec le kindi mot consent. Comment est-ce qu'on arrive au bout, c'est-à-dire à une capacité de dire je veux ou je ne veux pas, pour m'engager dans la relation, quelle qu'elle soit, sur la base d'une implication, avec ce qu'on appelle cette zone grise du consentement. Et le meilleur moyen de pouvoir altérer la capacité de consentir d'un tiers, c'est de le faire picoler ou de lui donner certains produits. Vous savez, on entendait parler de la drogue, du viol, etc. Effectivement, ça réduit la capacité à réfléchir, juger et pouvoir ensuite prendre une bonne décision. La relation victime-auteur, on en a parlé dans la relation entraîneur-entraîné, mais effectivement, dans cette asymétrie, on est sur des confusions, on est sur des difficultés qui rentrent en résonance, qu'on peut repérer nous sur le plan psychopathologique, avec une notion de silence qui s'impose des deux côtés. La victime est enfermée dans la honte, la culpabilité et parfois le secret, alors que l'agresseur est lui aussi le plus souvent pris dans ces notions et va rester dans le silence pour pouvoir imposer le secret de l'emprise et du contrôle. En sachant qu'on a beaucoup de situations, nous, le type, il arrive en prison, il est soulagé. En disant, voilà, quand même, ça m'embêtait, ce truc, ça a été révélé. C'est une forme de soulagement. Sur la question de la posture de l'enfant, les adultes ont du mal à comprendre que les enfants tolèrent ou acceptent qu'un autre adulte vienne régulièrement en contact comme ça, génital, sexuel. Dans la question de l'inceste, par exemple, ils disent, mais comment c'est possible que cet enfant ait accepté pendant des années que le père, ou sinon par délégation, l'entraîneur, qui était la figure paternelle, vienne au contact. Les pédopsychiatres, dans les années 80, avaient décrit le syndrome d'accommodation avec l'idée que pour l'enfant, ce n'est pas évident, puisqu'il n'a pas encore les repères en fonction de son développement psychosexuel, affectif et de sa maturité intellectuelle. Donc s'il a un adulte bienveillant qui vient se frotter à lui, il ne comprend pas trop. Ils peuvent trouver ça même un peu rigolo. Et puis ensuite, ça va, avec l'âge, commencer à se décaler. Phase de perplexité, c'est un peu embêtant quand même. L'adulte qui vient lui dire, écoute, ça c'est notre secret. Ensuite, conflit de loyauté. Si je le balance, effectivement, il va aller en prison, je vais perdre mon papa, je vais perdre mon entraîneur. Je n'irai plus faire le championnat du monde. Phase de coping, l'enfant essaie de trouver une solution au regard de l'intrusion et de la violence qu'il subit. Ça craque, il révèle les violences qu'il subit. Et assez souvent, en particulier en matière d'inceste, ce qu'on observe, c'est que la jeune fille de 16 ans qui a pu révéler l'effet d'inceste qu'elle avait subi pendant des années, elle se rétracte dans un deuxième temps, surtout quand elle a été placée en dehors de la famille et qu'elle est désignée comme le problème.
Ça, souvent, dans le harcèlement, c'est la victime qui sort du dispositif alors qu'elle a subi. Et dans l'inceste, c'est la même chose. Et dans les clubs, je pense qu'aussi, la visée conservatoire, qu'est-ce qu'on fait? On sort la victime. Donc, double peine. Qu'est-ce qu'elle fait, la jeune fille de 16 ans qui s'est retrouvée en foyer? Elle dit, mais non, mais moi, ma chambre, moi, je veux ma mère. Et donc, du coup, elle se rétracte. C'est pas grave. C'est juste respecter sa subjectivité, sa temporalité. OK? Donc, c'est pas grave. Il ne faut pas lui dire menteuse. Il ne faut pas lui dire espèce de bonne à rien. Surtout pas. Il faut entendre, comprendre, accompagner, rassurer. Sur la question des proches et de l'entourage, dans un club comme dans une famille, on se pose toujours des questions. Et ça, c'est la question du déni, c'est la question du silence qui a pu être partagé. Tout le monde complice. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le danger du silence. Si on ne s'engage pas ensemble à pouvoir à la fois protéger, mettre des mots et accompagner, on participe du dispositif. En cas de doute, il y a des outils. Ça, c'est nos collègues anglo-saxons, américains, qui ont proposé 6 dimensions pour pouvoir identifier s'il s'agit de violence ou pas dans la relation, en particulier de violence sexuelle. Est-ce que tout le monde était d'accord? Est-ce que le gamin était d'accord pour que l'adulte rentre dans le vestiaire et lui fasse un petit massage? Est-ce que tout le monde a fait ça de son plein gré? C'est-à-dire qu'il participe avec un engagement mutuel. Est-ce qu'il y a un processus d'équité et d'égalité? Est-ce qu'il y a une adéquation, en particulier sur des comportements sexuels, au niveau de l'âge? Et une différence d'âge de développement psychosexuel et de maturité très différent. Est-ce qu'on est dans un contexte adéquat? Ils sont partis un week-end pour un championnat. Qu'est-ce qu'ils font dans la chambre toute l'après-midi, enfermés? Est-ce que chacun a respecté l'autre et s'est respecté soi-même? En fait, non, elle s'est pris une grosse murge parce qu'ils avaient gagné et elle finit dans le lit à 3 grammes. Excusez-moi, mais là, ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est plus dans le consentement. À 3 grammes, on n'est pas en capacité de consentir. Et donc, on va identifier à chaque dimension, est-ce qu'on est au vert, est-ce qu'on est au jaune? Est-ce qu'il y a des points rouges, et en particulier sur 3 dimensions, ça nécessite directement le signalement? Est-ce qu'on est dans le noir, on est dans la violence sexuelle? Donc ça, c'est simple. On se met à plusieurs, on réfléchit, et on se dit, tiens, chaque item, est-ce que je suis sûr de moi? Est-ce que je suis dans le vert ou dans le jaune? Et le simple fait de penser à partir de cet outil, ça vous aide beaucoup ensuite à orienter votre réponse. La réponse générale, qui n'est pas la réponse spécifique, qui a été évoquée tout à l'heure avec les 4 dimensions. Dans vos clubs, c'est l'institution, ensuite c'est la sanction disciplinaire, c'est la préfecture. De manière générale, en particulier quand j'interviens auprès de soignants, à chaque fois on nous dit secret médical, secret professionnel. On distingue 2 niveaux, l'information préoccupante du signalement, en sachant que n'importe qui peut faire une information préoccupante. Dès qu'on a un doute ou une question sur la situation d'un mineur, on adresse un fax, un mail, un pigeon voyageur, même de manière anonyme, c'est possible, à la CRIP, à la cellule de recueil d'informations préoccupantes, qui en reçoit beaucoup. Mais quand il y a beaucoup d'endroits qui s'inquiètent pour la même situation, c'est une invitation à agir vite. Le problème, c'est le silence, je vous le redis. Ensuite, du côté du secret professionnel, l'article 226-14 entraîne des dérogations, 4 alinéas, au secret professionnel, avec la nécessité de signaler, surtout dans le cadre d'une urgence, surtout lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables, avec des soupçons importants, élevés, voire des sévices avérés, constatés. On ne signale pas un agresseur, je ne fais pas un mot au procureur en disant « le papa de Cindy, monsieur Untel, a violé sa fille », mais je dis « Cindy présente un tableau clinique post-traumatique évocateur d'une situation d'inceste. Elle me dit que son père la rejoint tous les soirs dans son lit. J'adresse ça au procureur. Chacun son boulot, ils vont faire l'enquête. Ça, c'est la procédure d'urgence et on protège le mineur. Chacun son travail. Dérogation au secret, on protège. Les ressources du CHU de Montpellier, si vous avez des difficultés, toujours pour pouvoir agir. L'unité médico-judiciaire avec Laurent Martry qui en font là-bas de la photo. France Victime 34 qui a une astreinte aussi, Joséphine Cesbron sur l'hôpital et qui a aussi un bureau en ville. Les urgences pédiatriques, groupe enfants en danger avec Armel Haquet, avec l'ouverture prochaine d'une unité d'accueil pédiatrique enfants en danger. Et puis le CRIAVS, le centre ressources pour les intervenants prédateurs de violences sexuelles. Alors, on a monté le CRIAVS fin 2009, début 2010 et je coordonne l'ensemble du CRIAVS et des actions de psychiatrie légale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir agir, on l'a dit, dans la question du signalement, de la protection, mais le plus possible en amont? On peut agir en amont, chacun à sa place, en s'articulant autour des notions de promotion, d'éducation et de prévention. La promotion en santé, c'est tous les processus d'information et de sensibilisation en vue de l'amélioration de l'état de santé des populations. Et à chaque fois que vous faites du sport, vous faites de la promotion en santé. Vous êtes des grands promoteurs de santé. Donc merci pour tout le monde. Et vous participez de protéger la santé des personnes que vous encadrez, que vous accompagnez.
L'éducation à la santé représente l'ensemble des activités qui incitent les personnes à vouloir être en bonne santé et à savoir comment y parvenir. Dans l'éducation à la santé, on va donner des moyens et des outils pour effectivement protéger sa santé et l'améliorer. Donc là, ça peut être, je sais pas, du matériel de sport pour pouvoir, avec un petit tuto, un accompagnement, faire du sport à la maison. Et là, vous allez participer en expliquant la nutrition, l'alimentation, éviter de prendre des produits, etc., le sommeil, à l'éducation à la santé. Et puis enfin, la prévention en santé, l'ensemble des interventions qui permettent d'éviter l'apparition, le développement, voire l'aggravation de maladies ou d'incapacités. Et en matière de prévention, on a des cibles d'intervention pour réduire le risque d'apparition des violences. On peut même faire de la prévention primaire pour réduire le risque d'apparition des violences, en particulier des violences à caractère sexuel et sexiste. C'est ce que nous avons fait depuis 2010 avec la création d'une boîte à outils de prévention, la BOAT, qui propose 134 fiches d'intervention dans 5 thématiques pour 4 tranches d'âge. Et à chaque fois, on a ciblé des moyens de réduire des facteurs de risque et de renforcer les facteurs de protection. Par exemple, les compétences psychosociales, elles ont été décrites depuis fin des années 90, début des années 2000 par l'OMS. 9 compétences psychosociales, puis 12 compétences psychosociales, qui permettent de réduire le risque chez l'enfant de devenir ou victime ou auteur de violence. Donc c'est quand même, allez, j'allais dire magique, non, c'est quand même déjà identifié, evidence-based, ça a été démontré qu'on peut, en augmentant par exemple l'estime de soi, en augmentant les capacités de gestion des conflits chez l'enfant, réduire le risque de violence. On a travaillé sur respect et différence, sur la relation vie affective et sexuelle, sur le virtuel et le réel, et puis sur compréhension et respect de la loi, qui sont autant de thématiques qui participent à la réduction des risques. Voici une fiche, il y en a 134 comme ça. Vous avez le petit picto en haut pour la tranche d'âge, et ça se présente comme une fiche recette cuisine. Tout le monde sait cuisiner, hein, enfin à peu près, plus ou moins bien. Mais si vous savez l'utiliser, eh bien, vous pouvez mettre en place à n'importe quel endroit pour n'importe qui des interventions de prévention qui s'articulent avec la promotion en santé que vous effectuez déjà, voire l'éducation en santé que vous mettez en œuvre. En sachant que sur le plan des violences sexuelles, on a envisagé une prévention globale avec la boîte à outils pour la prévention primaire universelle en population générale, la prévention ciblée avec un numéro d'appel national non surtaxé 0806 23 10 63 pour toutes les personnes attirées sexuellement par des mineurs, et puis la prévention tertiaire avec la Fédération française des CRIAVS et des CRIAVS pour accompagner, soigner, traiter tous les auteurs d'infractions à caractère sexuel et ou de violences sexuelles ou qui souffrent de paraphilie. Les paraphilies sont l'ensemble des comportements sexuels problématiques, pédophilie, transvestisme fétichiste, sadomasochisme, etc. Pour conclure et laisser du temps aux questions, vous êtes tous, non pas auteurs ou victimes, mais acteurs. Il s'agit effectivement de participer d'un processus qui est en cours. Il y a une vraie évolution depuis quelques années. On est en train effectivement d'entendre, alors c'est à la fois la parole des victimes peut-être qui s'exprime, mais aussi c'est la capacité de recueillir cette parole, d'entendre et d'accompagner qui change le paradigme. C'est un enjeu de santé publique. Les violences sont mortifères, en particulier quand elles sont subies, agies sur des enfants. Il n'y a pas de déterminisme. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a subi, on a agi des violences qu'on est devenu ou un prédateur ou une victime pour la vie. L'importance du dépistage précoce et de la prise en charge de tous les protagonistes, auteurs, victimes, institutions, parce qu'il y a des institutions défaillantes. Et donc ça, c'est le niveau supérieur qu'il va falloir traiter. Un lien entre les violences subies et les violences agies, au sens de la répétition que j'évoquais chez les tout-petits. Donc attention, il y a des formes de transition, en sachant que le principal risque pour une victime, c'est de redevenir victime. Il y a systématiquement, en particulier dans les violences sexuelles, un phénomène de survictimisation. Donc une fois qu'on a été victime une fois, le principal risque, c'est d'être de nouveau abusé. Donc encore une fois, il faut protéger. Et puis enfin, nous avons besoin de travailler ensemble pour développer des synergies réellement efficientes. Nous sommes tous concernés, et en particulier en matière de violence et de violence à caractère sexuel et sexiste. Là où la guérison est incertaine, la prévention est plus sûre. C'est pour ça qu'on met toute notre énergie, du moins celle qui nous reste, dans la prévention. Le ministère de l'Éducation a beaucoup travaillé sur des vadémécums, des référentiels, mais aussi de la jeunesse et des sports, propose beaucoup d'outils qui sont tout à fait pertinents. Il y a des fédérations maintenant par sport aussi qui proposent des outils fantastiques. Donc je vous invite à aller creuser pour trouver vos outils, ceux qui vous parlent, ceux qui correspondent à votre pratique et ceux que vous allez pouvoir investir. Si vous voulez en savoir plus sur la boîte, on aura un petit atelier cet après-midi. Je vous remercie pour votre attention. Vous dire que vous pouvez tout retrouver sur le site du ministère et qu'on avait organisé il y a quelques années
un colloque sur les violences sexuelles dans le sport et qu'il est accessible en replay sur le site du CRIAS. Donc vous pouvez revoir l'ensemble du colloque spécifiquement dédié à la question des violences sexuelles dans le sport. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas, on avait pensé que peut-être il y aurait des questions. Oui, on ne va pas te laisser partir comme ça, après un topo brillant comme tu nous l'as fait. C'est le moment, si vous avez, on ne va pas se donner plus de 10 minutes. Donc, chaque année, je vous fais le coup, mais la plus difficile, c'est la première question. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième. Qui est-ce qui veut bien poser la deuxième question? Vous n'obligez pas à passer à la troisième, sinon... Moi, j'en ai une, moi. Je peux vas-y, tu peux te poser ta propre question, vas-y. Je vous demande de ne pas réfléchir. Donc, je vous demande de ne pas réfléchir. Je vais vous poser une question. Et si vous pensez que ma proposition est juste, vous levez la main. Vous faites juste ça. C'est pas compliqué. Hein. Juste un entraînement, là. Il fait jour. Si vous pensez qu'il fait jour, vous levez la main. Vous avez compris le principe? Ouais, merci. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il fait nuit ou qui ne sont pas réveillés. Je vais vous poser une question. Si vous êtes d'accord avec ma proposition, vous levez la main. La pédophilie est une infraction. Levez la main si vous êtes d'accord avec cette proposition. La pédophilie est une infraction. Levez la main si vous êtes d'accord avec cette proposition. Ok, merci beaucoup. Vous êtes dans la courbe de Gauss, vous êtes tout à fait normaux. Je vous donne une information importante. C'est-à-dire que là, quasi 100% de l'amphi est convaincu que la pédophilie est une infraction. La pédophilie est un trouble psychiatrique, caractérisé par une préférence sexuelle pour des mineurs prépubères, lorsqu'on agit de plus de 15 ans, quand ça dure depuis plus de 6 mois, avec une différence d'âge d'au moins 5 ans. La définition de la pédophilie, c'est ça, et c'est dès le stade de fantasme. C'est-à-dire que je peux souffrir de pédophilie, parce que ça fait mal une fois sur deux, c'est-à-dire que ce n'est pas conforme à mes propres valeurs. Je peux souffrir de pédophilie sans jamais agresser sexuellement un mineur, et sans même aller consulter des images pédopornographiques. C'est ce que certains revendiquent en s'appelant pédophile abstinent. Bon, après, il y a des évolutions sociales et sociétales dont on peut discuter. Toujours est-il que si la pédophilie est un trouble psychiatrique, c'est le job de qui? C'est le job des psychiatres. Sauf que s'il n'y avait que des soignants de psychiatrie, et je reposais la question, 80% des soignants de psychiatrie auraient fait comme vous. Le problème, il commence par ça. On n'est pas au bon endroit, parce qu'on a des représentations. Attention, quelqu'un qui touche un enfant, c'est une agression pédosexuelle. Et on parle de pédocriminalité. Sauf qu'il y a une confusion énorme, ce qui entraîne ensuite une confusion dans la prise en charge et la mobilisation des acteurs. Si à chaque fois que quelqu'un touche un enfant, on dit c'est un pédophile, mais il va en prison, on n'est pas logique. Okay ? Donc quelqu'un qui commet une agression sexuelle, on réfléchit un tout petit peu sur la dynamique, on essaie de faire une évaluation, diagnostic, ce qui permet ensuite une orientation et des soins. Et ce qui permet à la faveur des soins, non pas une guérison, ce qui est rare en psychiatrie, hein, les schizophrènes et les patients bipolaires, je les guéris peu. Mais une évolution pour trouver un équilibre où le sujet qui souffre de pédophilie ne se met pas lui en danger, il ne met personne en danger. Et ça, on le fait, ça, on y arrive. Mais à condition d'être au bon endroit. La pédophilie est un trouble psychiatrique. L'agression pédosexuelle est une infraction, voire un crime. On n'est pas responsable de ses fantasmes, on est responsable de ses actes. Ok ? Je suis désolé, mais encore une fois, nous devons, ensemble, sur la base, attention, de nos propres représentations, qu'il faut parfois dissiper, être au bon endroit pour s'articuler ensemble. Oui, bonjour, j'en profite donc pour compléter votre propos, effectivement. Donc d'abord, merci, parce que j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Je n'ai pas levé la main, effectivement, mais je triche un petit peu, parce que je suis juriste, donc je sais que la pédophilie n'est pas une infraction. Et donc, pour répondre à tout ça, dire que l'infraction, c'est le viol, c'est l'agression sexuelle, et que c'est ni plus ni moins la même chose que sur un adulte, sauf que sur un mineur, c'est une circonstance aggravante des faits, du fait de la posture de domination ou d'emprise de l'adulte. Voilà, merci beaucoup en tout cas, c'est très bien. En sachant qu'il y a plein de subtilités dans la corruption de mineurs, dans les infractions spécifiques sur les mineurs, c'est assez horrible. Mais ça, c'est le boulot de la justice. Et malheureusement, l'être humain et l'adulte a beaucoup d'imagination pour contraindre. Et donc, du coup, chacun son travail. Mais expertise, psychiatre, magistrat, avocat, à partir du moment où on arrive à se parler et qu'on s'articule. Ouais, carrément. Merci beaucoup.
Oui, alors j'aurais une question parce que vous avez évoqué la question de la maturité affective qui fait que l'encadrant potentiellement a le même âge affectif que le jeune qui l'encadre. Et ça, c'est des choses nous, on est confrontés très très souvent en fait, dans les centres de loisirs, dans les animateurs. C'est souvent ceux qui passent dans nos mains parce qu'ils ne comprennent pas en fait. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas la distance suffisante pour savoir, ils ne comprennent pas en fait. Ils disent bon d'accord, si vous me dites que je ne devrais pas le faire, je comprends. Mais ils n'intègrent pas en fait parce qu'eux ne le perçoivent pas. Alors est-ce que c'est potentiellement un danger pour apprécier la dangerosité? Pour nous c'est compliqué aussi parce que on a eu plein de situations de ce type. Moi je vous invite à faire simple. Si vous laissez 2 enfants de 8 ans dans le noir en train de regarder des dessins animés au 3e étage de la maison, allez, 8-10 ans comme ça, dans le noir, il se peut qu'ils commencent à chatouiller, puis s'ils sont un peu excités parce qu'ils regardent à la télé, alors surtout sur Internet, laisser des enfants sur Internet, enfin bref, ça risque de glisser. Si vous laissez un adulte, âge biologique, 24 ans, âge de développement psychosexuel affectif de 8 ans, dans le noir, avec un autre gamin de 8 ans avec lequel il s'entend très bien, il y a danger. Il y a danger. Oui, il y a danger. Mais il s'agit d'orienter, d'inviter, d'accompagner ce grand, qui n'est pas tout à fait grand, à franchir les étapes. Et on en reçoit en consultation. On a une file active d'à peu près 400 patients annuels. Ouais. Et ça, un milieu ouvert. Hein. Là, on est là. Ouais. Donc, ne nous trompons pas. Hein. Mais du coup, alors qu'on avait 100% de soins pénalement ordonnés au début de notre consultation, en 2010, aujourd'hui, on est autour de 79-80%. On est très content. Parce que les gens continuent, parce qu'ils arrivent avant la bêtise. Mais donc, l'idée, c'est de l'accompagner pour qu'ils franchissent les étapes. Vous voyez ? Vous êtes à 8 ans, vous en avez 24, et bien on va vous aider. Alors en sachant qu'on a des surprises parfois, ça finit pas exactement l'endroit où on avait voulu ou pensé, hein. Mais ça finit au moins à 24 ans. Donc ça veut dire qu'on peut inviter, parce que nous on peut pas imposer, mais j'ai dit inviter, inciter, accompagner. Inciter Oui, on peut le dire quand on carrément. Moi je vous invite à dire très très simplement à la personne, comme vous êtes à ce niveau-là là, de petit, et ben probablement qu'il vous manque des étapes et il faut les franchir rapidement pour qu'on puisse vous laisser en responsabilité. Comment est-ce que vous pouvez laisser un 8 ans avec un autre 8 ans en disant 8 ans, occupe-toi du petit? Enfin, je sais pas, c'est la question de la fratrie. On ne laisse pas des enfants du même âge s'occuper les uns des autres jusqu'à un certain âge. Il faut qu'ils soient en capacité. Et donc, on estime que là, en termes de maturité, vous n'êtes pas tout à fait à 100%. On vous invite à récupérer les 40, 50, 60, 80% qui manquent. La question complémentaire, Mathieu, c'est qui et comment déterminer l'âge affectif de la personne. Est-ce que c'est aux parents de le déterminer? Est-ce que c'est un médecin? Non. Quand vous retrouvez dans cette situation, c'est qu'il y a déjà eu un souci. Donc c'est déjà le révélateur. Vous avez déjà le diagnostic, c'est bon, quoi. Alors après, de savoir s'il manque 20, 30, 40, 50%, c'est pas votre job. Hein. Mais par contre, on sait qu'il va falloir se faire aider pour franchir ce qui manque. C'est tout, point barre. Et vous n'avez pas à faire le diagnostic. Comme vous n'avez pas, à mon avis, à juger, condamner, faire l'enquête, etc. Chacun a son job. Et quand je parle d'accompagnement, c'est tout le monde. Je sais que Mathieu est appelé dans ses services, donc peut-être encore une ou deux questions, donc c'est le moment. Vous aurez l'occasion de le questionner cet après-midi. Il va animer 2 fois son atelier, donc vous aurez 2 heures pour le questionner. Merci. Oui, je voulais revenir sur la suite. Donc là, on parlait d'âge et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de faisable pour diagnostiquer au moment des formations? Parce que quand on a des animateurs dans des centres de vacances, ils ont passé un BAFA, on embauche, et au bout du compte, oui, ok, il n'a peut-être jamais rien fait, mais comme vous le disiez, il est peut-être susceptible. Et donc, plutôt que d'aller à l'erreur pour après le diagnostiquer et dire, ben voilà, zut, celui-là, il faut faire quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas des moyens dans les formations de faire de la prévention? Merci. Oui, on travaille avec les CMEA depuis quelque temps là, pour pouvoir intégrer dans les processus de formation des éducateurs, des animateurs BAFA, des petits modules. Et moi, je pense qu'on pourrait même faire un perfectionnement BAFA prévention, violences sexuelles et sexistes. Mais on rame, hein. Ça fait déjà un petit moment que c'est dans les tuyaux et on n'a pas encore réussi à concrétiser. Mais 100%, c'est comme pour la formation des curés, vous savez. Ils ont pris conscience que, en fait, pendant ce temps-là, il y avait des directeurs de conscience qui recevaient des fantasmes pédophiles de certains candidats. Ils disaient, mais faites quelque chose, quoi. Il faut les arrêter tout de suite. Hein. Dans les études de médecine, on a parfois des gens qui sont un peu malades. Et donc, à un moment donné, on a dit, non, vous n'allez pas pouvoir aller examiner une jeune fille nue. Ça ne va pas être possible.
voyez ? Donc chacun, effectivement, à notre endroit, on doit pouvoir un peu faire le filtre. Il ne s'agit pas d'exclure, hein, j'insiste, il ne s'agit pas d'exclure. Il s'agit de dire à la personne, ça ne va pas être possible dans ces conditions. Donc là, il vous manque un petit bout de chemin, il faudrait protéger un peu plus, et puis ensuite on en discute. Mais en plus, enfin, une semaine de BAFA, c'est un peu la fête parfois, donc c'est un côté régressif, beaucoup d'excitation, donc c'est compliqué, je suis d'accord avec vous. Mais c'est l'endroit où, théoriquement, ça devrait être intégré dans l'encadrement et dans l'esprit de l'encadrement. Pour mettre des petits warnings quoi, à la fin, là, quand on fait le débrief, en disant là, petit souci, hein, marge d'amélioration, et du coup, vos objectifs pour pouvoir atteindre, hein, c'est ça. 100% d'accord. Oui, bonjour docteur. Si l'on prend le cas que vous avez cité d'un adulte de 24 ans qui a un âge mental de 8 ans, à l'inverse, une jeune fille de 10-12 ans qui a, elle, par contre, un âge supérieur à 12 ans, aussi bien sur le plan sexuel ou sur ses pensées, comment fait-on ? On s'inquiète parce que lorsqu'une jeune fille de 12 ans vient évoquer des pratiques sexuelles multipartenaires de partous du Cap d'Agde pendant 3 saisons, c'est qu'elle a été exposée à des violences sexuelles. D'accord ? Donc c'est pas qu'elle est devenue experte en sexualité et qu'elle en a beaucoup envie, hein. C'est qu'elle a été probablement violée très tôt. Et je suis vraiment désolé, hein, mais là je suis très pragmatique. On ne devient pas expert en matière de sexe et de sexualité à 12, 14, 15 ans. Okay ? Alors surtout avec ce qui tourne en ce moment là sur les réseaux, sur des chaînes machin. Vous voyez, quel modèle on propose en fait sur la question du consentement, de l'interaction sexuelle. L'accès au porno, l'entrée au collège, j'interviens auprès de parents, je leur explique, là il y a 100 parents qui pensent que son gamin n'a jamais vu du porno à l'entrée en 6e. Tout le monde lève la main. Au moins un gamin sur 2 a vu du porno à l'entrée au collège. C'est le moment où on a son téléphone portable. Qu'est-ce qu'on fait ? On échange des photos, des images de cul. Et ensuite, le porno, ça devient un script normatif. Où pour se dire bonjour, on fait une fellation. Et après, ça glisse, parce qu'on a eu plein de situations où le garçon, pendant la fellation, il filme. Ah, moi, je suis atterré, quoi. Donc, quelqu'un qui dit, mais moi, j'étais consentant pour me faire filmer, mineur, ça n'existe pas. Elle peut le dire. Mais c'est un signe de mauvaise santé psychique. D'accord ? Et c'est le signe qu'elle a été probablement victime de violences sexuelles. Et c'est le signe qu'il va falloir l'aider pour distinguer entre sexe, sexualité, c'est-à-dire dans une interaction avec un engagement affectif, et la question de son consentement, avec parfois l'illusion qu'avec son corps, on peut tout faire. Et bien, en fait, on se met en danger. Vous voyez ? Et ce n'est pas un signe de maturité, ça. Je suis désolé. C'est un malentendu, avec, pour moi, un signal d'alerte. Oui, tout à fait. Très clair. Hein ? Et on a plein de situations comme ça. Merci. Avec plaisir. Une dernière avant la pause. Bon, je crois que Mathieu va pouvoir te libérer. Tu as attendu, tu nous rejoins. Merci beaucoup. Bon, tu nous as mis la machine HS avant de partir, mais c'est pas grave. On va essayer pendant la pause. Et je vais me faire aider par Julien en régie. Ça avait l'occasion de le remercier. C'est lui qui va nous accompagner toute la journée, notamment pour le spectacle de fin de journée. Écoutez, c'est l'heure de la pause.